Cette prise de parole sur cette deuxième thématique de notre émission. Merci encore une fois de plus. Parole à vous à présent, patient, parfait d'homme. Alors, je voudrais rappeler très rapidement que le crash d'avion a fait périr pratiquement 10 personnes, dont Evgeny Prigojine et d'autres cadres, hauts cadres du groupe paramilitaire Wagner. Alors, c'est un groupe aujourd'hui qui est pratiquement privé de ses responsables. Un groupe qui est présent en Afrique. C'est vrai que chacun peut juger comme il entend. Pour d'autres, ce sont des mercenaires, des terroristes, même des faiseurs de coups d'État. On l'a suivi dans l'extrait tout à l'heure. Prigojine donnait lui-même le regard de ce qu'était Wagner. Très loin de cela, c'est ce qu'il disait. Une économie de l'extrait que nous avons bien proposé à nos téléspectateurs. Wagner présent sur le continent africain. Patient parfait d'homme, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce groupe? On sait déjà que le président Poutine a pris sur lui de signer un décret obligeant les membres des différents groupes paramilitaires. Il faut rappeler qu'il y en a plusieurs. Il y en a énormément, il y a plein, on parle d'une quarantaine même à travers la Russie. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de pouvoir vérifier cette information. Toujours est-il question qu'il y en a plusieurs en Russie. Le président Poutine a pris sur lui le soin de signer un décret obligeant les membres des groupes paramilitaires à prêter serment à la Russie comme les soldats de la mer régulière. Quelle réaction de votre part? D'abord, je commence à dire ok, je m'incline face au narratif russe qui nous dit que Prigojine est mort dans cet attentat. Qui suis-je pour dire le contraire? Vous parlez d'attentat, on parle d'un crash d'avion. Bon, crash d'avion, tout ce que vous voulez, que dans ce crash d'avion, parce qu'en même temps d'autres parlent d'attentat, une bombe qui aurait été dissimulée dans, comment dire ça, le train, je sais pas quoi, avant, ou bien l'avion, la soute, je sais pas, bon, bref. Mais, donc je me dis, ok, mais la Russie l'a dit par la voie la plus officielle, considérant que Prigojine est mort. Mais je parlerai aussi comme d'autres philosophes qui disaient, je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien. Point. Socrate. Bon, c'est Socrate. Je sais une seule chose, c'est que je ne sais rien. Cette affaire-là, je ne sais rien. Premièrement. Deuxièmement, l'histoire des groupes paramilitaires. Les médias mainstream font de gorge chaudes là-dessus. Et ils oublient de nous dire. En Irak, il y avait un célèbre groupe paramilitaire qu'on appelait Blackwater. Il y avait l'armée américaine sur le sol irakien. D'abord, toutes les armées coalisées de l'Occident. Mais il y avait aussi un groupe paramilitaire qu'on appelait Blackwater, constitué de l'élite des diaz américaines qui se sont privatisées et qui faisaient le sale boulot, payer rebut sous ongles pour, n'est-ce pas, pour le compte, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique et de leurs alliés. Et ils ont tué des milliers d'Irakiens. On n'en parle pas beaucoup, ce groupe paramilitaire. Cette réaction de la Russie pour défendre son autonomie, sa souveraineté, mais surtout protéger ses frontières et son peuple, cette décision de mener cette action que le président Poutine et le narratif russe appelaient une opération militaire spéciale au niveau de l'Ukraine, avec deux objectifs majeurs, dénazifier et démilitariser l'Ukraine. C'est pas selon un coup de tête que la décision a été prise. C'est quelque chose qui a été préparé, ça fait plus de 10 ans. Après avoir fait l'analyse de la situation en Ukraine, la Russie a décidé de mener cette opération. Elle l'a menée à sa façon, avec ses stratégies, ses tactiques, son timing, son tempo, et ça aboutit au résultat que nous voyons aujourd'hui. La Russie, sur le plan de la stratégie militaire, mène en Ukraine ce qu'on appelle une stratégie de dévitalisation des forces occidentales. Parce qu'en réalité, on parle beaucoup plus d'Ukraine, mais c'est plus les soldats ukrainiens qui se battent là. C'est une stratégie de vampirisation des forces occidentales sur le sol ukrainien.
ils sont en train de les détruire totalement. Au point où, vous savez que dans les guerres, il y a toujours la propagande commerciale des arsenaux qui sont déployés sur le terrain. Les principaux acheteurs potentiels de l'armement occidental commencent à douter de leur efficacité aujourd'hui. On nous a vanté beaucoup de choses. Tous ces les MyPad, les Stinger, tout ce que vous voulez, on a bien vu que leurs limites ont été démontrées. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est la stratégie militaire. Et là, on voit bien que c'est du côté de la Russie qui a les meilleures stratèges militaires et qui sont en train de prouver, et c'est souvent la technologie de la preuve, du point de vue de l'efficacité. Bon, on en est toujours dans la phase de, comment vous appelez ça, la reconquête, n'est-ce pas? On n'en a pas fini, et ça fait presque rire. Donbass. Ouais. On nous a parlé des chars léopards. Bon, on a vu que c'est plus fragile que des papiers. Maintenant, on en est au F-16, en attendant peut-être au bouton nucléaire, parce que bon, ça fait rire. Tout le monde rigole. Nous qui sommes des gens quand même qui prenons notre temps pour essayer de l'analyser, mais de récolter des informations sur ces aspects. Et là, on rigolait quand les gens disaient, mais il y avait les léopards en Syrie, hein. Ah ouais? Ils étaient bousillés par les petits djihadistes qui n'avaient pas la technique et la technologie dont les soldats russes sont aujourd'hui. Bon, on n'était pas. On se demandait comment ils vont faire. Mais aujourd'hui, ils ont le bec dans l'eau. Tout le monde voit bien que les armées occidentales, en dehors de bavardage, il n'y a rien de concret là-dedans pour pouvoir vaincre la Russie. La Russie est devenue une hyper-puissance militaire mondiale. Et c'est pas comme ça qu'on peut vaincre une hyper-puissance militaire mondiale. Donc, en se focalisant sur Evgeny Prigojine, sur le groupe Wagner, on a voulu faire une espèce d'abcès de fixation. Et là encore, ils n'ont même pas été... Pour dire les ridicules ne tuent pas, mais ils ont été très ridicules. Pourquoi? On nous a Prigojine, c'est un cuisinier. On nous dit qu'ils recrutent spécialement dans des prisons où il y a des criminels de grand chemin. Donc à la base, ni Prigojine, ni ses troupes, ils ne sont pas des militaires. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est peut-être, on connaît des criminels partout, des gens qui inventent des gens pour voler, pour commettre de l'arsène. C'est eux qui sont capables de battre les armées occidentales les plus entraînées, les plus... Mais il y a quelque chose là. Quand moi je vois cette chose, je dis, bon, je regarde seulement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ni Prigojine, ni Wagner, il n'y a aucune improvisation dans ce que vous avez fait. Et Prigojine, peut-être pour des questions marketing, et comme il a une gouaille hors norme, on l'a mis là comme ça pour embêter les gens. Par son bavardage récurrent. Et bon, les gens disaient, il a dit que Prigojine a dit que on a mis ceci sur la tête de Prigojine. Je suis convaincu, par un parfum d'homme que je suis, que ce n'est pas Prigojine qui menait la stratégie militaire du prétendu groupe Wagner. Je ne compte pas dire prétendu, parce que bon, même votre groupe, nom de Wagner, là, que la Russie a facilement appris comme ça me paraît encore plus que bizarre. Jonathan Batengere de cet avis, apparemment. Donc, parenthèse, ma conclusion, c'est que je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Dans cette affaire-là, comme quand le fameux coup d'État de Wagner et de Prigojine avait été annoncé, les gens m'ont appelé tout, mais parfait dire qu'il n'y a rien. C'est ce que vous aussi, c'est sérieux. Vous voyez les gens qui vont faire un coup d'État, ils font des bisous aux filles. Ils prennent les armes, ils les tournent comme ça, ils mettent là-bas. Les canons sont enveloppés par une chaussette où le truc ne va pas tirer. Ils font des bisous aux filles, ils font des selfies. On dit que voilà les gens qui vont prendre Moscou. Et les gens ont cru à ça. Hein? Là, je me demandais, mais les experts là, des plateaux, des médias français et maintenant, c'est comment ils sont nuls comme ça, dis donc. Quel est ce niveau de nullité? Et ils vont faire le coup d'état où? À Moscou? C'est comme ça. Avec 5000 hommes. Mais c'est pas possible. Ils étaient à des milliers de kilomètres de Moscou. Et Prigojine faisait alors le show. Il faisait le show vraiment. Je me souviens du gars qui annonçait souvent James Brown avant ses concerts. Vous vous souvenez de ce gars-là? C'est comme ça que moi je voyais Prigojine. Bon. Et ça ne suffit pas.
là où j'ai commencé à tiquer sur les prétendus collègues de Prigogine, c'est quand qu'il a interpellé Shoigu. J'ai dit, mais t'es quand même sérieux. C'est quoi cette comédie-là? Son patron. Shoigu, donne-moi les armes. Si tu ne donnes pas les munitions, il grondait. J'ai dit, c'est quand même quelque chose de bizarre. Et Poutine et la Russie, personne ne réagissait. Et les Occidentaux faisaient commentaire sur commentaire. Vous voyez, il y a une dissension dans l'armée russe, machin. Prigogine a dit ceci. J'ai dit que, gars, vous êtes tellement nuls que vous ne comprenez absolument rien. Donc tout ça, c'était la comédie. C'était la comédie. Dans le Seigneur des Anneaux, on dit qu'il faut détourner l'œil de ça, pas de qui pour... C'était un détournement, n'est-ce pas, de regard. C'est-à-dire qu'on vous a baladé ailleurs. Vous êtes focalisé ailleurs, alors que les vraies choses se passent de notre côté. Donc Prigogine avait pour fonction de faire des passes à l'aveugle pour permettre à l'armée russe de continuer à avancer correctement. L'affaire de Bakhmout, on dit, Bakhmout n'est pas intéressant, n'a même pas une position stratégique importante, mais on a envoyé à Bakhmout les meilleurs combattants ukrainiens formés par les Américains et les Occidentaux. Ça veut dire quoi? Et comme disait quelqu'un, pour qu'une bataille soit importante, il ne faut pas que la ville soit forcément très très grande. On l'a vu pendant les deux premières guerres, les grandes guerres, comme on l'appelait. La bataille de Kursk a tout changé. A tout changé. Pour l'Union soviétique. Vous comprenez? Et donc, là-dessus, je continue à penser que nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Et l'enseignement que nous, les Africains, nous devons avoir, nous devons retenir de ce qui se passe là, c'est que premièrement, quand la guerre est déclenchée, il n'y a plus de morale. Il faut arrêter ça. Il n'y a plus de morale, n'existe plus. Deuxièmement, pour gagner une guerre, il faut avoir un leadership qui a deux éléments essentiels. La force, mais aussi surtout la ruse. Les dirigeants militaires et les experts des plateaux au niveau de l'Occident ne l'ont pas compris. C'est pour ça qu'ils sont plantés totalement. Même les intentions, même les objectifs de la Russie dans cette guerre-là. Bien malin celui qui sera capable de nous dire. Il ne faut pas s'aventurer dans des déclarations vraiment où on boucle le jeu. Non, personne ne sait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. De temps en temps, on vous envoie, je crois c'est Piotr Tolstoï. Piotr Tolstoï qui vous dit que bon, rendez-vous à la frontière polonaise. Il rigole. Il dit on va cramer vos chars là. Il rigole. Et ça arrive, hein. Et ça arrive. Bon, je reviens une seconde sur Prigogine. Moi, j'ai beaucoup fui au moment où Hollywood tournait à plein régime et il mettait plein les yeux. Vous avez vu les films de Hollywood comme moi, non? Où il y a des gens comme ça. Il a joué sa partition. Sa partition est terminée. On le prend. On fait les trucs, même les trucs de la chirurgie faciale là. On modifie tout. Le gars, il va, je ne sais pas, à Bora Bora, il croise les pieds, il boit son champagne, il embrasse ses filles. Son rôle est terminé. Vous allez faire comment? Il a un nouveau nom. Et si le rôle de Prigogine était terminé, si son rôle était terminé? Oui, on a vu le président Poutine avait une gel de fleurs. Et alors? Donc, ce ne sont pas les histoires de gamins que les gens font dans les quartiers, que la France fait là. On voit la France s'agiter là, comme Tatiana vient de nous expliquer. C'est celui de l'enseignement de dire attention. Mais lui, il est ailleurs. Il doit faire les bisous à la mémé à 4 du matin. Alors que les vraies choses se passent ailleurs. C'est ça le problème. L'élite occidentale est complètement hors jeu. Par rapport aux exigences, n'est-ce pas, le niveau là. Vous avez les grands maîtres d'échecs. Et vous êtes en face d'eux. Vous laissez les plateaux, les militaires, les généraux des plateaux là, qui racontent des bêtises à longueur de journée. Vous vous convainquez que cette propagande-là va certainement mordre et il suffit de faire cette propagande, la Russie sera à genoux. Tout est ministre de l'économie, comment ça s'appelle encore? Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il dit que bon, avec ces sanctions, dans bientôt la Russie sera à genoux. Et les gens y croient. On va à la deuxième année. Ça veut dire que le gars n'a même pas pris le temps d'étudier c'est quoi la Russie.
Ils sont tellement ailleurs à se gaver de cocaïne qu'ils prennent le monde dans les illusions que la cocaïne entraîne quand le cerveau est complètement, je ne sais pas quoi, dans les VAPS. Et bon, je le dis, si quelqu'un veut se fâche. L'élite occidentale actuellement, il marche à la cocaïne. Je dis qu'il marche à la, c'est la cocaïne qui dirige ces gars-là aujourd'hui. Parfait, c'est juste pour apporter un élément. Tous. Quand ce n'est même pas la cocaïne, parce que finalement j'avais ce raisonnement, mais il y a eu un autre élément. C'est les loges maçonniques, c'est quoi? C'est la courte échelle qui vous propulse à la tête de certains départements. C'est même la courte échelle qui vous proclame intellectuel pour le pays. C'est comme ça qu'ils fabriquent leurs intellectuels. Donc quand vous avez passé le temps à chercher des raccourcis pour vous imposer dans votre pays, à la fin, les qui se retrouvent au sommet, c'est les cancres. Non. Tout l'Occident n'a que des cancres maintenant à leur tête. Il y a ça. Mais je te dis que ce sont de gros consommateurs de cocaïne. Tout à fait, ça faisait partie de leur parcours de vie. Il y a certains, s'ils ne prennent pas l'affaire là, ils ne découpent pas, ils ne peuvent même pas faire 2 pas. Je vous dis la vérité. Tout à fait. C'est la cocaïne qui dit... Bon, ils ont créé l'affaire là pour complètement détruire la jeunesse nord-américaine. Tout à fait. Aujourd'hui, mais c'est pas possible. Pas seulement la jeunesse nord-américaine, même les Chinois. Non, nous d'abord. La guerre de la Chine, c'était... il faut les droguer. La guerre de l'opium. De l'opium, c'était ça. Et pour relever le déficit budgétaire. D'ailleurs, quand on voit même l'attitude de la Chine, je crois qu'il y a fait un peu de revanche là aussi. Vous dites que bon, vous avez voulu nous détruire, on va vous montrer comment on détruit. Bon. Donc, mais surtout, la jeunesse de Harlem, on a tout fait pour qu'on introduise les Noirs et en finir. C'était un programme. C'était tout un programme avec quand les histoires de manifestations sur les droits civiques ont commencé, ils ont dit bon, on va vous montrer, on va vous rendre en espèce d'individus qui n'ont plus des épaves, voilà le mot. Aujourd'hui, dans les familles des gens là-bas en Occident, vous allez trouver difficilement une famille avec 3 enfants dont 2 ne sont pas accros à la cocaïne. Impossible. C'est vrai. Et c'est eux qui vont les élites de demain. C'est vrai. Dans les familles des élites. C'est eux qui vont les élites de demain. Comment vous voulez que ça marche? Coopté finalement dans les réseaux maçonniques. Ouais, mais vous savez que c'est la happy few, c'est la minorité comme ça qui dirige. Oui, oui. Je dis que l'Occident est dirigé par la cocaïne. Non, c'est vrai. Et quand vous êtes dirigé par la cocaïne, vous ne pouvez pas plaisir même avoir une belle femme à côté de vous. Mais c'est pas ça le sujet quand même. Non, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. C'est le sujet. Oui, c'est ça le sujet. On est en plein dans le sujet. C'est le sujet. Ah bon? Oui. Mais comment tu nous... Il est dans le sujet. Donc, excuse-moi mon cher, peut-être que je prends un truc de dimension holistique et tu sembles seulement revenir sur... Mais c'est là, c'est quand tu ne comprends pas ça que tu peux comprendre comment les gens peuvent être aussi bêtes au point de gober tout. Il n'y a que quelques rares gens encore un peu lucides qui disent que mais attention, vous allez où là? Tout ce que la Russie raconte là, ils vous ont dit telle chose, ça c'est avéré faux. Ils ont dit autre chose, faux. Mais vous ne tirez pas les conclusions de cette affaire là. Donc pour l'histoire de Prigogine, tu m'as coupé, mais j'insiste sur l'affaire de la domination de la cocaïne sur les élites occidentales. Qui les font prendre aujourd'hui des décisions qui sont bizarres. Par exemple, le simple fait qu'un banda peut avoir envie d'embrasser sa femme. Comment comprenez-vous que pour quelqu'un, il dit maintenant que lui, son affaire c'est de là embrasser un chien et d'en faire une compagne. C'est quoi? Mais c'est pas possible. Quelqu'un dit que moi, c'est un homme que je vais aimer. Mon cher ami, il y a des choses que pour les faire, il faut être dans un autre niveau il faut aller voir complètement. Ça marche qu'à la cocaïne, ces gens-là. C'est la drogue qui dirige les élites occidentales. C'est pour ça qu'elles sont complètement hors jeu. Donc maintenant pour l'Afrique. Vous avez réussi à en faire un sujet. Oui, mais non, je vais revenir sur cette thématique de manière régulière. Sur votre plateau maintenant. On vous a compris. Et je vais vous dire pourquoi. Maintenant, revenons à l'Afrique. Est-ce que je raconte des bêtises? Non, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de preuves. Hein. Quand vous voyez par exemple Sarkozy tous les temps, c'était quoi? C'était quoi? Même ton tonton Macron là. Macron prend Zelensky qui est un drogué, le met dans son... Quand vous voyez Zelensky là, Zelensky c'est quoi? C'est quoi? Mais si on prend son sang là pour faire... Mais c'est pas possible. Mais il n'y a que la cocaïne qui irrigue complètement tous ces veines. Est-ce que tout le monde ne voit pas que Zelensky c'est un drogué? Vous quand vous voyez Zelensky, vous ne voyez pas que c'est un drogué? C'est visible, l'œil nu.
Ils ne sont plus naturels. C'est pour ça qu'ils veulent détruire l'Afrique. Et lui est l'un des pays d'expérimentation pour bousiller l'Afrique. Dans le domaine de l'accès de consommation, c'est la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko était un grand pape de cette affaire. Et c'était le prince de Ouattara. Donc attention. Le prince de Ouattara. C'était Ouattara le pape. J'en viens. Bon. Donc, ce qui se passe là actuellement pour l'Afrique, il faut dire à ces ostatos. Là, quand je reviens à la cocaïne, pour dire, mais ils sont bêtes. Tout à l'heure, quelqu'un nous a parlé, les armées, la force mixte africaine pour combattre Boko Haram. C'est Bertrand Tassiga. Pour aller botter le cul à Boko Haram, même dans la forêt de Sambisa, quand j'entends le Niger a dit qu'ils vont faire une fête pour taper les Nigériens, je me demande comment Tinubu ou bien peut-être lui-même, comme lui-même aussi, l'a fait la cocaïne là. Sans les armées du Tchad, la jeunesse tchadienne, du Cameroun, du Niger, le Nigeria serait venu à bout de Boko Haram. Vous n'avez pas vu les soldats nigériens fuir Boko Haram. non, leur pays, se réfugier dans la Dama au Cameroun. Vous n'avez pas vu cette vidéo? Une brigade. Avec les chars, avec les armes. Une brigade, 3000 hommes. J'ai la Toute vidéo. une brigade. Mais les vidéos n'ont pas circulé sur Afrique Média. Ils vont donc faire comment? Donc quand Tinubu dit qu'il va aller déloger, je ne sais pas qui, pour installer Bazoum. Bon, ce sont les histoires des effets de la cocaïne. Non, ce sont les effets de la cocaïne qui veulent installer ça en Afrique. Non, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Et voilà qui est dehors. Bon, donc je vous dis donc que la Russie est une hyperpuissance. Avant de pousser un pion, on sait déjà comment on va jouer le centième pion. Et on déduit comment vous allez jouer le 10e jeu. Donc quand on pousse, on remet le pion ici, c'est parce qu'on a déjà défini comment vous allez jouer votre 10e jeu. C'est ça la force des échecs. Et c'est pour ça que quelqu'un a dit, il y a un vieux au Cameroun là, le vieux père du Cameroun, lui il est au Songo. Je vous rappelle que de tous les jeux de stratégie, le jeu de stratégie le plus puissant c'est le Songo. Il a 9 niveaux. C'est un Camerounais. Mais tu ne connais pas le vieux là qui aime le Songo. Très bien. Et à l'heure où on vous parle, il y a eu des ordinateurs qui ont été programmés pour jouer les échecs. Donc le fameux ordinateur Deep Blue qui avait vaincu le grand champion du monde Garry Kasparov, parce qu'il y avait deux à l'époque, Garry Kasparov et Anthony Karpov. Les ordinateurs les plus puissants sont seulement arrivés au 5e niveau de jeu de Songo. Alors on parle. 9 ont été découverts. Donc quand on parle de cette affaire-là, la politique comme l'économie, comme l'art militaire est fortement adossée au jeu de stratégie. Il faut qu'on commence à prendre le Songo aux enfants de le primaire. Voilà les décisions qu'il faut prendre. Pas d'écouter M. Moussa Faki Mahamad à l'Union africaine qui dit qu'il faut qu'on aille tuer les Nigériens. Voilà les décisions qu'il faut prendre. Apprendre à nos enfants à jouer au Songo dès l'école primaire. On leur apprend les jeux de stratégie. Donc à concevoir des stratégies. Toutes les stratégies du monde aujourd'hui, toutes les grandes stratégies du monde ne sont pas seulement adossées au domaine militaire, même au domaine économique. C'est quoi l'intelligence économique? C'est de connaître ce que tu fais, d'être capable d'anticiper ce que tu vas faire demain après-demain. C'est quoi? Même nos langues là, tout est adossé. Mais c'est une culture. C'est pour ça que quand on parle de la culture africaine qui a tout inventé, les gens disent qu'on exagère. Les sciences modernes, c'est nous. Même les jeux modernes, l'os de Sango, là, c'est quoi? C'est quoi? C'est une tablette mathématique. Oh non, on n'a même pas besoin de vos calculatrices avec cet os-là. Donc aujourd'hui, quand on parle de ces choses-là, et que quand je devais sur le niveau de la drogue, les gars là, ils veulent nous imposer leur vision civilisationnelle de leur propre modernité, qui est une modernité de l'homme augmenté. L'homme augmenté, ce n'est pas seulement qu'on va prendre une puissance, on va mettre là. Mais l'homme augmenté, c'est aussi un homme qui voit des choses de manière virtuelle. Oh, pour les voir de manière virtuelle, tu n'as plus de cerveau de manière normale. Tu n'as pas un cerveau normal. Il faut prendre un petit joint pour voir les lézards, comme ils disent. Je vous dis, en Afrique, comme ici, il nous faut, dans les domaines là, vous dites qu'on fait de médecine, tu enseignes les médecins, il faut qu'on il y a beaucoup de, comment vous appelez, de psy, hein. Ça va prendre envergure dans les années et jours à venir. Tout à l'heure, avant que nous commencions cette émission, Mbanda a poussé un coup de gueule sur les agressions
dans un quartier de Douala. Comme les microbes qu'il y avait à Abidjan. Les microbes, pour agir, ils font quoi? Ils se droguent. Ils vont dans des fumoirs. Ce n'est pas vrai, hein? Non, c'est ça. Donc pour poser un acte qui est complètement en déphasage avec la nature humaine, il faut être comment? Il faut être drogué. Donc, je continue de dire que cette affaire-là de Prigojine, à mon sens, de mon point de vue, tout a été déjà bien planifié. Prigojine a joué son rôle est terminé, on le met de côté, on avance. Ça peut avoir plusieurs fonctions. Peut-être redonner notre image, n'est-ce pas, aux sociétés militantes militaires russes. Moi, je ne peux m'aventurer à être comment dire ça, carré sur les objectifs, mais je sais que les gars comme eux, ils sont à ce niveau, ils réfléchissent sur l'ensemble de ces objectifs qu'ils veulent atteindre. Nous les Africains, tout ce qu'on doit faire là, c'est d'étudier en profondeur ce que ces gars sont en train de faire et nous permettre, nous aussi demain, de commencer à mettre sur place des véritables think tanks, des études stratégiques de tous ces trucs là, pour que et nos armées et notre économie et la consolidation de notre culture, de nos États, de notre école soient à la hauteur de ces enjeux-là à venir, qui seront des enjeux assez difficiles. Parce que nous avons la prétention de renavant de jouer dans la cour des grands. Nous sortons de l'état de dominé à l'état de souverain, d'indépendant, de libre. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'on muscle le jeu. Quand je passe mon muscle le jeu sur le plateau, c'est ça. Et la résolution du contentieux historique fait partie de cette démarche pour y aboutir. D'accord. Donc, Prigojine, si tu es mort, bon, vraiment que ton âme repose en paix, comme on dit chez nous aussi, que nos ancêtres t'accueillent. Parce que bon, tu as été quelqu'un qui a été exceptionnel. Mais si tu es à Bora Bora, ou bien en Sibérie, en train de rigoler en fumant ton cigare, je continue quand même de dire que on continue de prendre les leçons de cette grande stratégie. Ah oui, nous continuons de prendre les leçons parce que à la lumière de tout ce que nous voyons, il faut être des gens assez futés pour être en capacité d'avoir un leadership aussi puissant et éclairé que celui de Vladimir Poutine. Surtout qu'en face, il a tonton Sleeping Joe. Bon, tu peux faire toi. Ah, mais, bon, quand quelqu'un tombe comme ça, il faut des tuteurs à tout moment. Il n'y a pas que la vieillesse. Mon père avait 92 ans, il ne tombait pas comme ça. Et il avait toutes les maladies, ce que vous appelez comorbidité. Mais papa ne tombait pas comme ça. Bon. Quelques résidus de cocaïne à la Maison Blanche. Bon, tu veux que je parle Batingene, mais bon, je ne parle plus. J'ai terminé, merci. Merci Renaud Momar à vous, hein. C'est aussi ça.